Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. 1er novembre 1954, 1er novembre 2024, 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, un événement majeur qui a vu le peuple algérien s'élever contre l'oppression coloniale française. Ils étaient 9, puis 22, et enfin des millions. Pour cette occasion, un défilé militaire a été organisé à Alger pour marquer cet événement. 70 ans après le déclenchement de la révolution algérienne et 62 ans après l'indépendance de notre pays, les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont l'Algérie dispose. Le pouvoir a tout fait pour falsifier l'histoire de notre pays, notamment celle liée à la guerre de libération. Il a cherché par tous les moyens à faire oublier les vrais héros et ont fabriqué des aïms et des fakhamatouhou. Pouvons-nous célébrer l'esprit de la révolution lorsque des milliers de jeunes fuient leur pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur chez l'ancien colonisateur? Car il n'y a pas pire pour un citoyen que d'être exclu dans son propre pays, subir une injustice aux ordres, spolié de ses richesses nationales, humilié et enfin interdit de s'exprimer librement. Alors que l'Algérien était tout au long de l'histoire un contestataire, que ce soit sous le joug de l'étranger ou sous le régime autoritaire de ses frères. Du coup, l'injustice et la spoliation des richesses nationales sous domination coloniale ont facilité la mobilisation des Algériens pour reconquérir leur liberté et construire leur avenir. 70 ans après le déclenchement de la guerre de libération nationale, aujourd'hui encore, nous subissons la négation du politique, ou tout au moins la réfutation de son autonomie. La légitimité historique continue d'être la base de la gouvernance pour la redistribution des richesses du pays sous une justice dont l'indépendance est à conquérir. Des fleuves de sang ont coulé, des milliers de rêves ont été brisés, des terres ont été brûlées. La mémoire des martyrs de la Révolution et l'idéal démocratique porté par Novembre et la Soumam ont été trahis. Les hommes qui ont voulu, conçu, préparer et enfin déclencher l'insurrection populaire, la révolution nationale et la guerre de libération de l'Algérie n'avaient nullement comme objectif de libérer un territoire et bâtir une belle armée. Non, leur objectif était bien plus ambitieux, vaillant et noble, reconstruire une nation abîmée par un colonialisme qui a duré 132 ans. L'objectif du déclenchement du 1er novembre 1954, tel qu'il est expressément formulé dans la proclamation du 1er novembre, est diptyque. L'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confession. Qu'on vienne 70 ans après célébrer cet événement fondateur et paradigmatique par une parade où seuls des militaires y défilent est affligeant et très regrettable. La nation algérienne ne peut être réduite à une armée et l'Algérie n'est pas une simple caserne. Ainsi, les hommes aux commandes du pays ont pour la plupart montré leurs limites. Ils en conservent des réflexes qui n'ont plus cours dans l'Algérie d'aujourd'hui, dont la majorité de la population, avide de liberté à moins de 30 ans. Malheureusement pour eux, ces décideurs n'avaient pas mesuré l'ampleur du rejet qu'ils provoquent au sein de la population. Ils le découvrent à leurs dépens un certain 22 février, mais pas que. Le peuple ne se prête plus au jeu de la violence, même si sa colère est à fleur de peau. Il veut être l'acteur principal dans la construction de l'Algérie nouvelle. Rabbi yarham nos valeureux chouhada.
1er novembre 1954, 70 ans après, une réalité douloureuse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po, Lyon. Il est avec nous depuis la France, par téléphone. Professeur Houari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po, Lyon. Il est avec nous depuis la France, par téléphone. Professeur Houari Addi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, je pense qu'on a un petit souci de... Est-ce que vous êtes avec nous, professeur Houari Addi? Oui, oui, je suis avec vous. Bonsoir et shukran al-istidafa. Shukran. Barakallahu fik. Atik Saha, si Houari Addi, si c'est possible juste de nous écouter par téléphone et de diminuer, je pense que vous êtes en train de suivre l'émission en direct parce qu'il y a des échos. On est très ravis de vous avoir dans cette émission. Professeur Houari Addi, on a aussi le plaisir d'accueillir Dr Karim Naïtou Slimane, enseignant, chercheur et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Karim Naïtou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Agman Nassar, merci de l'invitation. Un grand salut à tous les honorables invités. Mes salutations aussi à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs d'El Mahali. Ah, très bien. Marhaba bik, Dr Karim Naïtou Slimane. On a aussi le grand plaisir aussi d'avoir Monsieur Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Bonsoir Karim Tabou, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir c'est Nassar, bonsoir à nos téléspectateurs. Mes salutations chaleureuses à Sil Houari et Sil Karim. Très heureux de partager ce débat avec eux. Merci beaucoup Karim Tabou. Je vais commencer cette émission avec vous, Karim Tabou, si c'est possible. Vous êtes à Alger, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas écouté sur la chaîne Maghribia. On est très, très content de vous avoir ce soir avec nous. Karim Tabou, donc, comment vous avez vécu cet événement donc, qui a marqué l'histoire de notre pays, donc cette commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il y a eu, on a vu bien sûr les images d'un défilé militaire. Votre réaction, Karim Tabou? En tout cas, quand il s'agit des dates symboliques, des fêtes nationales, on a l'habitude de voir le pouvoir utiliser tous les moyens pour les instrumentaliser. Très clairement, qu'il soit la date du 1er novembre, du 5 juillet, des autres fêtes qui soient religieuses ou les fêtes nationales et même les fêtes culturelles comme Yennayer, on a bien vu, le pouvoir mobilise tous les moyens dont il dispose pour les manipuler, pour faire de la politique. En cohérence avec sa nature, en tout cas depuis l'indépendance à ce jour, le pouvoir en place, c'est accaparer toutes les dates symboliques, c'est accaparer les concepts, c'est accaparer tout pour essayer de les détourner et d'en faire un moyen de légitimation. Donc la date du 1er novembre, le défilé militaire et toutes les activités qui sont organisées par l'administration et par le pouvoir à travers tous ces relais s'inscrivent dans la logique manipulatoire de toujours. En tout cas, si nous voulons regarder le 1er novembre par rétroviseur et à l'effet d'évaluer, d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, 70 ans après, 70 ans de vie d'un pays qui a connu une des révolutions qui a marqué l'histoire. Et si nous jetons un coup d'œil dans la déclaration du 1er novembre,
peut-être pas en termes clairs, mais en tout cas, le 1er novembre avait donné 3 promesses essentielles pour le peuple algérien. Des hommes et des femmes ont décidé de mener une guerre de libération pour réaliser 3 objectifs. Le premier objectif étant évidemment l'indépendance. Le deuxième objectif, c'est l'édification d'un État démocratique et social. Le troisième objectif, même s'il n'est pas très clairement dit dans l'appel du 1er novembre, mais c'est aller vers un ensemble démocratique, un ensemble intégré des pays de l'Afrique du Nord. Et si nous regardons de près aujourd'hui, en 2024, qu'en est-il de la situation de notre indépendance? Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le sens même des indépendances n'est plus le même d'il y a 50 ans. Maintenant, il faut avoir un pays souverain, un pays indépendant, c'est un pays qui arrive à donner du bonheur à sa population, à lui donner les moyens de se mettre au temps du monde, de jouir de ses libertés, de la modernité. L'indépendance, c'est avoir un pays capable de peser dans les relations internationales. L'indépendance, c'est avoir une économie structurée, capable de prendre en charge les problèmes de la population. L'indépendance, c'est ne pas justement dépendre des autres dans tous les domaines, comme c'est le cas pour nous. En tout cas, le défilé militaire, c'est une grande foire des armes russes. Hein. On a fait une exposition des armes qui sont fabriquées ailleurs, qu'on a juste achetées. Et on a dépensé des milliards de dollars pour nous approvisionner en armes, en engins de guerre, etc., alors que le peuple algérien vit dans des conditions terribles. Regardons du côté de ce que vit l'université actuellement, l'état de l'université, l'état de nos hôpitaux, l'état de notre école, l'état de nos entreprises, l'état du pays d'une manière générale. Malheureusement, il suffit d'être serein, de regarder le pays justement de ce point de vue. Lorsqu'il y a des classements d'université, on ne trouve pas d'université algérienne. Lorsque on fait le classement des villes propres dans le monde, il n'y a pas de ville algérienne. Lorsqu'on parle du moyen de vie des gens, du bonheur des populations, on ne trouve pas le peuple algérien. Donc, la situation, il est là. La deuxième promesse, rapidement, c'est la mise en place, l'édification d'un État démocratique et social. On connaît très bien l'état du pays sur le plan de la démocratie, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la situation de l'exercice des libertés des gens, de la citoyenneté. On est très loin, nous sommes un pays de dictature, nous sommes sous un régime qui fait tout pour soumettre l'Algérien par tous les moyens, par la répression, par le chantage social, par les problèmes auxquels est confronté le citoyen. La troisième promesse, l'édification d'un ensemble nord-africain tourné vers la modernité, enraciné dans la démocratie, etc. Et on voit très bien l'état de la situation de nous vis-à-vis des autres, de nous envers les autres et de la situation générale de la région. On est loin de la réalisation de ces promesses-là, bien au contraire. Et je pense que le peuple algérien l'a si bien crié pendant les années de Chirac. D'ailleurs, c'était les seules fois où le peuple algérien a vraiment célébré, fêté le 1er novembre à sa manière, avec sa volonté. C'était les années de Chirac, et on a bien vu. Et lorsque vous avez des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue pour scander Chab Yorid al-Istiqlal, c'est pas de la folie. Hein. C'est pas de la folie. C'est un vœu réel, parce que les Algériens sentent bien qu'on n'est pas
qu'on n'est pas indépendant et l'indépendance telle qu'il se définit ailleurs, en tout cas, nous ne jouissons pas de ses bienfaits, de ses avantages. Très bien. Bien au contraire, aujourd'hui, le pays est à la traîne dans beaucoup de domaines, notamment les domaines qui devaient concrétiser son indépendance sur le plan de la population, sur le plan de son économie, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gouvernance. Malheureusement, on est très loin. On est très, très loin. Très, très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On va donner la parole au professeur Lehouari Addi. Professeur Lehouari Addi, vous avez entendu donc le récit et l'analyse de Karim Tabou. Est-ce qu'on peut dire, donc, 70 ans après le déclenchement de la révolution algérienne, une révolution qui a marqué notre histoire, mais aussi qui a marqué le monde entier, est-ce qu'on peut dire, on peut parler d'une réalité douloureuse? On a entendu le constat de Karim Tabou. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Lehouari? Ce que je pense, c'est que Karim Tabou a raison sur toute la ligne et il a développé une analyse très très pertinente. Je rappelle que je rappelle qu'il y a une différence entre une fête étatique et une fête populaire. Et le 1er novembre, malheureusement, est devenu, avec ce régime, une fête de l'État. Alors que c'est une fête populaire, elle devrait être une fête populaire. Et comme l'a rappelé Karim Tabou, elle a été célébrée comme fête populaire lors du Hirak. Dans toutes les villes, il y avait des jeunes, des femmes, des hommes qui chantaient, qui dansaient le 5 juillet et le 1er novembre. C'était ces seules périodes où le 5 juillet et le 1er novembre ont été des fêtes populaires. Je rappelle que dans les démocraties comme les États-Unis ou la France ou d'autres pays, les fêtes nationales, ce sont des fêtes populaires. Le 14 juillet en France est une fête populaire. C'est-à-dire que c'est la population qui fait la fête. C'est la population qui célèbre. Aux États-Unis, le 4 juillet, oui. C'est la population, ils sortent, ils font des barbecues. Et chez nous, malheureusement, cette date symbolique fondatrice de l'État-nation algérien est accaparée et devient une fête étatique. La population est exclue. Alors, c'est dommage, mais je suis sûr que dans l'avenir, ce sera des fêtes populaires le 5 juillet et le 1er novembre, parce que dans l'avenir, tôt ou tard, l'Algérie sera un pays démocratique. Et alors, à ce sujet, si vous voulez, en termes de bilan, je voudrais juste dire 2 anecdotes pour illustrer la situation. Il y a quelques années, j'avais rendu visite à un ancien moujahid, un maquisard, un commandant de l'ALN, et je lui avais posé la question, et je dis, mon commandant, est-ce que vous êtes satisfait maintenant que l'Algérie est quand même indépendante, nous avons un État-nation, membre de l'ONU, et il me répond, ma vie est un échec. Ma génération, c'est un échec. Je dis, mais pourquoi, mon commandant? Et il me dit, je suis monté au maquis, nous avons pris les armes, et le résultat, mes 3 enfants sur 5 qui sont en France. Je n'ai pas pris les armes pour que mes enfants vivent en France. J'ai pris les armes pour que mes enfants et tous les enfants de l'Algérie vivent dans leur pays, dans la dignité, un pays développé, un pays moderne. Et la deuxième anecdote ou histoire que je voudrais vous raconter, et je terminerai par là, pour vous dire comment le 1er novembre 1954 a été fourvoyé et que malheureusement, à partir de 1962, l'histoire est allée à l'encontre des intentions, des espoirs du 1er novembre. En 1992, voilà le général Nzar, et lui-même il le raconte.
il propose à Aït Ahmed d'être le chef de l'État. Et Aït Ahmed, évidemment, il refuse. Et lui dit, mais c'est pas à un général de me proposer la direction de l'État, c'est au peuple de m'élire. Mais ce qui est grave, c'est que voilà un ancien officier de l'armée française qui, jusqu'en 1958, saluait le drapeau français, proposé à l'un des fondateurs de l'ALN la fonction de chef d'État. Mais c'est pas une honte, c'est pas une insulte pour nos martyrs. Je termine là parce que les Algériens en ont marre de cette situation et de la façon dont nous insultons et nous méprisons nos chouhada. Très très bien. Restez avec nous, professeur El-Houari Addi. Très intéressant ce que vous avez dit. Docteur Karim Naïtou Slimane, pardonnez-moi, donc peut-être on a pris un peu de temps pour vous donner la parole. Docteur Karim Naïtou Slimane, vous avez entendu donc professeur El-Houari Addi, mais aussi Karim Tabou depuis Alger. Puisque El-Houari Addi a parlé de Aït Ahmed, on va vous montrer donc dans ce passage les déclarations qui ont été faites pendant une interview accordée à la chaîne Al Jazeera. On écoute Aït Ahmed Rabbi Yarham. أن الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54 عندما نادينا الشعب للكفاح التحريري ووضحنا الأهداف ألا وهي تأسيس جمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار احترام مبادئ الإسلام. ولكن ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما اللي ماسكين زمام الأمور في الخفاء بدون ما يأخذوا مسؤولية، بدون ما يعطيوا حساب. Voilà, donc Aït Ahmed Rabbi Yarhamou. On va regarder aussi dans cette petite vidéo les slogans du Hirak. Karim Tabou a parlé donc de ces slogans, mais aussi le professeur El-Houari Addi. Les Algériens scandaient l'istiqlal. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi, alors que l'Algérie est indépendante depuis 60. Docteur Karim Naïtou Slimane, à vous la parole. C'est très compliqué de parler après le constat de Aït Ahmed Rabbi Yarhamou et aussi après les deux analyses très pertinentes de mes amis El-Houari et aussi Karim. Mais puisqu'il faut en parler, je dois d'abord commencer par rappeler l'esprit de novembre et adresser une prière à la gloire de nos martyrs. Rabbi yarhamhum inshallah. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être très vigilant sur une question, c'est ne pas laisser à ce pouvoir illégitime, ne pas lui laisser l'occasion de s'accaparer entièrement et complètement l'esprit de novembre qu'ils ont trahi. Il est très très important de marquer sa présence et de marquer notre attachement à cet esprit de novembre 1954, à ses principes. Et vous remarquez bien que je parle d'esprit, parce que lorsqu'on regarde comment cette fête du 1er novembre a été fêtée, entre parenthèses, cette date du 1er novembre a été fêtée, entre parenthèses, par
par ce pouvoir, on voit qu'il y a le côté symbolique, le côté de la surenchère. Et on sait très bien, quand on se penche un peu sur la sémiologie, que la surenchère sur le symbole indique que ce qui indique l'absence flagrante de ce qui est symbolisé. Et donc, 70 ans après l'indépendance, le constat est très amer. Pourquoi? Parce que l'Algérie, que connaissent actuellement les Algériens, s'éloigne de plus en plus de l'idéal de novembre. Elle s'éloigne non pas seulement dans le temps, 70 ans après, mais surtout dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a vu dans le Hirak les Algériens scander l'istiqlal, l'indépendance. Et c'est très choquant lorsqu'on considère l'histoire de l'Algérie. L'Algérie est l'un des rares pays qui ont quand même eu leur indépendance par une révolution populaire à laquelle tout le peuple avait participé. Et bien dans ce pays, maintenant, 70 ans après, on entend la jeunesse non seulement scander et dire et appeler à l'indépendance, à une nouvelle indépendance, mais surtout dans un pays où on voit les jeunes Algériens, les petits-fils de ces moudjahidines qui ont déclaré la guerre à la France coloniale en 1954, on voit actuellement leurs petits-fils risquer leur vie pour aller vivre en France. Parce qu'ils voient leur avenir en France et non pas dans cette Algérie. Alors, lorsqu'on regarde cette situation, pourquoi j'insiste sur l'esprit de novembre? Parce que novembre n'appartient pas à ce pouvoir. Il faut qu'on récupère nous-mêmes son esprit, pour qu'on réarme, pour qu'on mobilise à nouveau les Algériens pour réclamer ce qui manque à cette indépendance. Parce que c'est vrai, en 62, l'indépendance du territoire a été acquise. Mais l'indépendance de l'homme, de l'Algérien, n'a pas été acquise. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde l'histoire de la guerre d'indépendance, on voit que ce qui a déclenché cette guerre, c'était ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire la situation coloniale. Et lorsqu'on regarde la situation coloniale du peuple algérien, comment elle a évolué vers la fin, on voit que vers les années 50, même à partir des années 40, mais surtout vers les années 50, et surtout pendant la guerre de libération, l'autorité coloniale de l'époque avait proposé l'assimilation complète aux Algériens. C'est-à-dire que la situation coloniale a été marquée par l'indigénat. Et qu'à un certain moment, lorsque le colonisateur a vu que les Algériens ne pouvaient plus accepter cette situation, il leur avait proposé l'assimilation complète, c'est-à-dire la pleine citoyenneté. Mais malgré cela, les Algériens n'avaient pas renoncé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bien compris que cette proposition n'était qu'une proposition de forme et que le seul moyen pour avoir cette dignité d'homme libre, c'était de poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance totale, ce qu'il y a eu en 62. Mais malheureusement, cette révolution, cette indépendance qui a débouché sur l'indépendance de 62 a été confisquée, détournée et trahie surtout. Ce qui a fait que, des années après 62, les Algériens se sont retrouvés dans une situation, permettez-moi le terme, même si c'est triste de l'utiliser, dans une situation néocoloniale. Si les Algériens aujourd'hui appellent à l'indépendance, si les Algériens scandent dans les rues l'istiqlal, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'ils savent très bien et qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas encore acquis le statut de la citoyenneté complète. Ils savent très bien que ce régime qui a dévoyé la révolution, qui a trahi son esprit, les a encore une fois mis dans une situation nouvelle, mais une situation de colonialité. Et c'est pour ça que maintenant, lorsqu'on parle
novembre 54, il est très important de rappeler son esprit, parce que c'est par cet esprit qu'on doit réarmer la lutte démocratique. C'est vrai que la lutte maintenant ne doit pas être une lutte armée, ça n'est pas pareil. Ça doit être une lutte politique, parce que ce que ce régime refuse aux Algériens, c'est la part politique de leur citoyenneté. Ce régime, on le voit maintenant actuellement, c'est très clair, même dans sa gestion de l'information ou dans sa gestion du quotidien des Algériens, ben, ce régime reconnaît aux Algériens le droit de se nourrir, zit, l'hlib, et voilà, de s'instruire, mais vraiment limite, mais ne leur reconnaît pas le droit d'exercer la politique. Or, l'indépendance et tout le projet de l'indépendance, c'était d'asseoir un État de droit, un État démocratique. Et qui dit État démocratique, la démocratie ne peut se concevoir que par la pleine citoyenneté. C'est pour ça que maintenant, 70 ans après 1er novembre 54, il est très important de pointer le bilan négatif et catastrophique de ce pouvoir. Mais aussi, il faut rappeler l'esprit révolutionnaire. Parce que depuis 62, ce régime a été un régime contre-révolutionnaire. Et le seul moyen de lui faire face maintenant, c'est de décréter que la révolution à venir en Algérie doit être une révolution politique. Faire de la politique maintenant, c'est un acte révolutionnaire en Algérie. Révolutionnaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le citoyen qui réclame sa dignité, qui dit que nous voulons être des hommes libres, comme l'ont tracé ceux qui ont déclenché la révolution de novembre. Parce que lorsqu'on regarde les principes de novembre, on regarde l'État démocratique. Malheureusement, l'Algérie actuellement est une prison à ciel ouvert. C'est l'autoritarisme. L'État social, on ne le voit pas en Algérie. C'est l'état de la Hogra. L'état de droit, on voit très bien, et ne serait-ce que le dossier des détenus d'opinion montre que en Algérie, la justice n'est pas indépendante. On n'a pas un état d'institution, un état de droit. Et même sur le point des principes, selon la référence aux principes islamiques, on voit très bien que la référence aux principes islamiques authentiques de l'islam, qui instaure avant tout la liberté et la dignité du croyant, ne sont pas présents actuellement en Algérie. Ce que ce régime donne aux Algériens, c'est uniquement le droit d'applaudir, de voir et de ne rien dire, de dire oui. Et ce oui que ce régime demande, exige actuellement aux Algériens, nous rappelle quoi? Il nous rappelle les bni oui de l'époque coloniale. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nous devons le dire, nous ne sommes pas des bni oui, nous sommes des Algériens libres, héritiers de l'esprit de novembre. Et c'est en partant de cet esprit, de cette légitimité qui est aux mains du peuple. Le peuple seul est détenteur de la légitimité. C'est au nom de cette légitimité révolutionnaire que nous devons actuellement réclamer un changement profond en Algérie. Je termine sur un dernier point, sur le fait que la date du 1er novembre a été fêtée par un défilé militaire gigantesque. Ça aussi, c'est une manœuvre de la police politique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent monter les Algériens contre leur armée. C'est-à-dire pousser les opposants politiques à dénigrer l'armée, à critiquer l'armée ouvertement. Alors que non, non. Nous sommes fiers de notre armée. Et nous sommes fiers de ce qui a été réalisé dans le développement de cette armée, même si elle est encore à perfectionner. Mais nous rappelons seulement que construire un État ne doit pas se faire uniquement par les militaires. Cette armée populaire, elle est populaire. Et on le voit dans les rues. Les Algériens n'ont rien contre leur armée. Ce que nous dénonçons par contre, c'est la corruption. Et surtout, les hauts gradés qui font de la politique au nom de l'armée. Nous, au contraire, nous voulons protéger cette armée en lui demandant
de revenir à ses prérogatives constitutionnelles et de sortir du champ politique pour laisser les Algériens faire cette politique. Voilà. Donc, c'est un point très très important que nous devons signaler, parce que je vois, les gens, c'est vrai, sont très remontés de la manière avec laquelle ça a été fêté, mais rappeler l'esprit de novembre n'est pas une fête, c'était un acte révolutionnaire pour accorder la citoyenneté pleine et entière aux Algériens. Nous ne l'avons pas, malheureusement. C'est pour ça que nous devons rappeler cet esprit pour militer pour l'acquérir. Et surtout, cette armée qui est mise en avant, eh ben, nous sommes fiers de notre armée. Par contre, nous exigeons qu'elle recouvre ses prérogatives constitutionnelles et libérer le champ politique pour les politiques, pour les civils. Très bien. Reste avec nous, Karim Naïtou Slimane. Karim Tabou, je reviens à vous. Donc, Karim Naïtou Slimane a parlé de l'esprit de novembre, mais aussi de ce défilé, si on peut revenir sur cette question, Karim Tabou, pourquoi donc cette mise en avant de l'armée dans ce défilé du 1er novembre d'après vous? Est-ce qu'il y avait des messages? On connaît très bien donc la situation géopolitique. Est-ce que le pouvoir algérien voulait faire passer des messages? Quelle lecture peut-on faire donc de ce défilé militaire, Karim Tabou? Oui, mais on est dans le travestissement de l'histoire et de l'État. Je pense que le pouvoir a toujours voulu passer le message qui est le suivant, et que l'État, c'est l'armée. Bien que le pouvoir s'appuie sur l'armée, bien que le pouvoir, on a fait de l'institution militaire un des piliers sur lequel il s'est installé. Mais réduire l'État, mettre l'armée à la place de la mise en place d'un État, Karim Tabou? Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense qu'on a un petit souci de son avec Karim Tabou, on va essayer de régler ça. On va regarder cette vidéo, donc si c'est possible, nos amis de la régie, Youssef Ben Khedda, donc le premier président du GPRA, quand il a parlé donc du pouvoir et le pouvoir au peuple. On l'écoute. Je pose ici le problème de l'intégration de l'ALN et plus particulièrement de celle des frontières. Cette question délicate qui constitue l'un des points essentiels de la reconversion ne pouvait et ne peut être tranchée que dans le cadre de la création de l'armée nationale algérienne. C'est seulement dans ce cadre et sous l'égide de l'autorité centrale que peut s'opérer la fusion de l'ALN des frontières et celle de l'intérieur. Or, certains officiers qui ont vécu à l'extérieur n'ont pas connu la guerre révolutionnaire comme leurs frères du maquis. Guerre basée essentiellement sur le peuple et dont l'ALN n'a été que le fer de lance. Le peuple a été l'artisan principal de l'indépendance. Ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes. Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser, et crée le danger de voir naître une féodalité ou une caste militariste telle qu'il en existe dans certains pays sous-développés, notamment en Amérique latine. Là se retrouve la maladie de l'exil. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais elle est basée sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant, avec ou sans uniforme, qu'il soit dans le FLN, l'ALN, les syndicats ou toute autre organisation nationale. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple.
C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. Ben Youssef Ben Khedda, Rabbi yarhamou. Karim Tabou, je pense qu'il est avec nous. Karim, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entendais très bien. Ah, très bien. Je pensais qu'on vous a perdu. Tfadal si Karim, vous avez commencé donc à analyser ma question. On a entendu dans ce passage Ben Youssef Ben Khedda, Rabbi yarhamou, qui est dans votre logique, si on peut dire, ou l'analyse dans votre analyse. Rabbi yarhamou, pertinent. Il a dit deux choses pour moi qui sont essentielles. La première, l'armée ne peut pas être la source du pouvoir. La deuxième est que l'armée doit se mettre au service de la nation. Et malheureusement, depuis 1962, il y a eu un pouvoir qui a confisqué l'indépendance et qui a réduit l'État à l'armée. Et c'est une erreur que de vouloir enraciner dans la tête des Algériens l'idée que l'État, c'est l'armée. L'État est plus important que l'armée. Bien que nous voulons avoir une armée forte, une armée capable de défendre les intérêts des Algériens, les intérêts de la nation. Mais quand l'armée devient un pilier du pouvoir, quand l'armée devient un point d'appui du pouvoir et que les chefs de l'État qui se sont succédés depuis 1962 avaient considéré que le peuple est secondaire, que le peuple n'est pas important, que le peuple, il suffit de le soumettre. Et c'est ça qui fait la dérive. Donc aujourd'hui, rien ne peut se substituer à la légitimité démocratique. Le pouvoir a, depuis 1962, instrumentalisé, a été excessif dans l'exploitation de la légitimité révolutionnaire. Quoique nous reconnaissons, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie et qui se sont battus pour notre indépendance. Mais la légitimité démocratique, la souveraineté du peuple algérien, on est la consécration de l'indépendance. Si le peuple algérien n'a pas encore acquis son droit à l'autodétermination politique, c'est qu'il n'est pas indépendant. Et c'est ça le sens, l'esprit de novembre, l'esprit de l'indépendance. Et malheureusement, le défilé, autant dans sa démonstration, ça peut faire plaisir aux Algériens parce que ils ont envie d'avoir une armée capable de défendre le pays, d'autant plus que le monde vit des chamboulements, vit des crises importantes. Donc, nous avons besoin de nous sentir pour nous défendre, mais un État, un vrai État, c'est celui également qui fait du médecin le défenseur de la nation, de l'université, le vrai ministère de la défense et l'université. C'est le savoir, c'est l'humain, c'est l'Algérien. On investit dans l'intelligence, on investit dans le peuple algérien. Si nous n'arrivons pas à concrétiser l'indépendance par la restitution aux Algériens de la plénitude de leurs droits, ça va être une indépendance amputée de son esprit et de l'essentiel. Vous savez, quoique la France, le colonialisme a bâti des choses dans ce pays, il a bâti des bâtiments, il a construit, etc. Mais le colonialisme n'a pas aimé le peuple algérien. Et parce qu'il n'a pas aimé le peuple algérien, le peuple algérien, subissant les injustices, les violences, la colonisation, la sauvagerie, etc., s'est révolté. Aujourd'hui, le peuple algérien ne se sent pas aimé par le pouvoir. Ils ne se sentent pas aimés parce que le peuple algérien vit des conditions difficiles. Sur le plan social, le peuple algérien, aujourd'hui, est confronté à une situation sociale intenable.
Sur le plan économique, l'absence totale de vision fait craindre aux Algériens le pire. C'est ce qui explique d'ailleurs ces flux vers tous les pays du monde. Hein. Et là, j'insiste, c'est vrai, autant que sur le plan symbolique, ça nous touche que les jeunes cherchent à partir, à quitter ce pays pour la France, pour le pays colonisateur. Mais dites-vous que les Algériens sont en train de partir dans tous les pays du monde. Moi, je viens d'une région du pays. Tous les jeunes, une grande partie, sont des centaines à partir en Afrique du Sud, à partir dans les pays africains parce qu'ils ne trouvent pas la possibilité d'aller au nord, ils sont en train d'aller au sud. Et vous imaginez toutes les opportunités qui s'offrent aux Algériens. Des jeunes de mon village sont partis au Mozambique pour trouver le chemin et arriver à Pretoria pour arriver en Afrique du Sud. Karim Tabou, je pense que je pense qu'il y a une petite coupure avec Karim Tabou. On va essayer de régler ça. Professeur Houari Addi, vous avez écouté bien sûr l'analyse de Karim Tabou, mais aussi quand Dr Karim Naitou Slimane dit que l'esprit de novembre doit continuer. Comment, d'après vous, cet esprit de novembre doit continuer? On a vu bien sûr les slogans en 2019, l'Istiqlal, mais aussi cette élection présidentielle qui a dressé, si on peut dire, une situation de dichotomie. Il y a une fracture entre le peuple et ses gouvernants. Donc, d'après vous, comment cet esprit de novembre peut continuer? Oui, Karim Naitou Slimane a souligné quelque chose de très important. Les Algériens n'ont aucun différent, n'ont aucun antagonisme avec l'armée. C'est leur armée, ce sont leurs pères et leurs grands-pères qui ont créé cette armée et créé avec le sang et les larmes de leur mère. Et donc c'est l'armée de la nation. Par contre, les Algériens ont un problème avec des généraux qui ont détourné la vocation de l'armée. La vocation de l'armée, c'est de défendre les frontières et d'aider la police et la gendarmerie en cas de troubles intérieurs. C'est ça la vocation de l'armée. Et les généraux ont détourné la vocation de cette armée qui, je le souligne et je le rappelle, l'armée algérienne ne fait pas de politique. Nous n'avons jamais entendu un commandant ou un colonel administratif ou opérationnel donner son opinion politique. C'est interdit. Donc l'armée est professionnelle. L'armée algérienne ne fait pas de politique. Il n'y a jamais eu de mutinerie dans l'armée algérienne depuis 1962. Par contre, les généraux font de la politique et ils ont transformé le grade suprême de cette armée en fonction politique. C'est ce que les Algériens demandent. C'est la dépolitisation, c'est la dépolitisation du grade de général. Les Algériens demandent à ce que les généraux ne fassent plus de politique. Ils continuent à être des chefs militaires, mais cessent d'être des chefs politiques. Alors, ce qui est plus grave, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont des chefs politiques. Ils vous disent, non, mais sauf que ils désignent le président, ils choisissent les membres du gouvernement, ils choisissent les orientations générales de l'État, les orientations idéologiques. Ils décident même les grands équilibres du budget de l'État. Et ce sont les généraux à travers leur police politique, le DRS, et qui font ça. Donc les Algériens veulent la dépolitisation du militaire, c'est-à-dire revenir à l'esprit de la Soumam. C'est ça. Et c'est faisable. Et si les Algériens se sont soulevés, c'est parce que
cette aspiration qui est historique, ils savent qu'elle est réalisable. Elle n'est pas historiquement irréalisable. Les généraux savent qu'ils sont dans une situation très très fragile parce qu'ils sont à contre-courant de l'histoire. L'armée est une branche du pouvoir exécutif. Elle n'est pas la source qui donne la légitimité au pouvoir exécutif. Et ça, les généraux, ils le savent. Est-ce que, professeur Louari a dit, le 7 septembre dernier, donc cette élection présidentielle, on a vu que les uns ont parlé du boycott massif, pardon. Est-ce qu'on peut dire que c'était un message clair du peuple? Vous êtes en train de dire que le peuple a compris. Mais bien sûr. Mais il y a une rupture entre la société qui est muselée par les services de renseignement de l'armée et ce régime. Il y a une rupture. Il y a une rupture et cette rupture est dangereuse. Elle est dangereuse pour l'avenir. Elle est très dangereuse pour l'avenir. C'est comme si on a le sentiment que la société algérienne n'a pas d'État. Alors que une société grave, ça, a besoin d'un État. Oui. C'est grave ce sentiment que les Algériens sentent qu'il n'y a pas d'État. Nous n'avons pas d'État. Il y a un pouvoir administratif, mais il n'y a pas d'État dans le sens où la science politique définit l'État comme la condensation de la citoyenneté. L'État, c'est quand moi, citoyen, habitant d'Oran, je choisis le maire d'Oran, je choisis le député d'une circonscription d'Oran. Et nous tous, nous choisissons la majorité, à 51%, nous choisissons le président. C'est ça l'État. L'État, c'est pas l'administration. L'administration, c'est un outil de l'État. Et l'armée, c'est un outil de l'État. C'est des outils. Les généraux qui n'ont pas de culture, ils n'ont pas de culture politique. Ils se posent comme source du pouvoir. Bon, on peut comprendre qu'on ne peut pas passer directement d'un régime militaro-administratif à une démocratie. Ça, on ne peut pas le faire en un mois. Mais au moins, qu'ils lancent des signes qu'ils veulent une transition. Ils ne lancent pas de signes qu'ils veulent une transition. Ils continuent à arrêter. Ils continuent à chapeauter la justice. Ils continuent à écraser l'université. L'université ne produit pas de savoir sur la société algérienne. Mais pourquoi? Parce que le recteur est désigné par l'armée. Vous allez me dire non, ce n'est pas par l'armée. Non, il est désigné par l'armée, à travers le ministre qu'ils choisissent. Mais qu'ils libèrent. Les généraux stérilisent les potentialités de cette société. Et moi, ce que je suis en train de dire, je n'ai aucun sentiment hostile vis-à-vis des généraux. Moi, en tant qu'universitaire, je voudrais qu'ils prennent conscience et qu'ils soient à la hauteur de leur responsabilité historique. Ils sont en deçà. Ils bloquent la société. Et quel est le résultat? Ben, les résultats, ce sont des milliers de jeunes, comme vient de dire Karim Tabou et Karim Neitou Slimane, qui partent à l'étranger et certains meurent en Méditerranée. Mais enfin, qu'ils se réveillent. Mais de l'autre côté aussi, professeur Louari a dit, les tenants du pouvoir vous disent que l'Algérie fait face à des défis sécuritaires très importants et qu'on a besoin de cette armée qu'elle soit forte pour défendre l'Algérie en cas de menace. Parce que ce régime, comme il a affaibli le pays, il l'a affaibli économiquement. Un pays fort est un pays qui a une économie forte. Comme il a affaibli économiquement le pays, comme il a affaibli diplomatiquement le pays, maintenant nous avons les loups à nos frontières. Nous avons les Émirats, les sionistes émiratis, qui sont en train de nous menacer. Nous avons nos voisins marocains, avec qui on aurait dû s'entendre sur cette question du Sahara occidental, pour créer un grand ensemble nord-africain, comme l'a rappelé Karim Tabou. Eh bien, nos voisins et en même temps nos frères, ils sont en train de devenir nos ennemis. Mais qui c'est qui a créé cette situation? C'est parce que le peuple on n'a jamais demandé au peuple son opinion
à travers des élections libres. Voilà où l'Algérie est affaiblie. Qui a affaibli l'Algérie? Ce sont les généraux. Bien Très sûr. bien. Très bien. Restez avec nous, professeur Lehouari Addi. Docteur Karim Neitou Slimane. Bien sûr, 1er novembre a coïncidé aussi par cette, si on peut dire, cette grâce présidentielle qui a touché plusieurs détenus d'opinion, dont Ihsan El-Qadi, bien sûr, qui ont été libérés. On parle de presque une vingtaine de détenus d'opinion, alors qu'Ahmed Tebboune avait nié l'existence donc de détenus politiques en Algérie. Est-ce que ce n'est pas un geste de bonnes intentions, par rapport au régime algérien? Alors, sur cette question de libération de quelques détenus, évidemment, moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'avais tout de suite publié sur mon mur Facebook mes félicitations pour ce geste que j'ai considéré comme étant un signe d'ouverture, un pas dans la bonne direction, mais malheureusement, très vite, j'étais déçu, et je pense comme la plupart des Algériens. Alors évidemment, je suis très content pour la vingtaine d'Algériens qui ont été libérés, mais je rappelle qu'il y a encore à peu près, selon les chiffres qui circulent, il y a encore à peu près 200 détenus d'opinion, et parmi lesquels il y a des femmes, et il y a aussi des personnes du 3e, voire du 4e âge. Donc, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Et c'est ce qui, pour revenir à ce que disait Sidi Ouali, c'est ce qui affaiblit l'Algérie. Ce qui affaiblit l'Algérie, ça n'est pas, l'existence de quelques militants qui militent pour la démocratie. Et ce qui menace, ce qui affaiblit l'Algérie, c'est justement cette rupture qui engendre un manque de confiance, mais absolument colossal entre le peuple et ce régime, le peuple et le pouvoir, et progressivement entre le peuple et l'État. Parce que progressivement, les Algériens, beaucoup n'arrivent plus à faire la distinction entre l'État algérien, dont nous devons tous garantir la stabilité, et le pouvoir, et ce régime qui tient l'État, qui instrumentalise toute la structure de l'État depuis 62, en instrumentalisant l'armée, en instrumentalisant la justice, en instrumentalisant l'éducation pour distiller son idéologie autoritaire néfaste, en instrumentalisant les universités, en fait en instrumentalisant tous les moyens de l'État. Et je suis d'accord avec Sidi Ouali lorsqu'il dit, voilà, il y a un groupe de hauts gradés de l'armée qui font la pluie et le beau temps en Algérie, qui surtout sont une sorte de grands électeurs qui décident du président dans les grandes orientations, décident qui sera à l'APN, qui ne sera pas, quels seront les partis politiques qui seront agréés, qui ne le seront pas. Et donc c'est cette situation générale qui affaiblit l'Algérie en affaiblissant le front intérieur. Parce que c'est vrai, ceux qui disent qu'il nous faut une armée forte pour défendre l'intégrité du territoire. Mais nous sommes d'accord, nous exigeons une armée forte. Mais qu'est-ce qui affaiblit l'armée? Ce qui affaiblit l'armée, c'est qu'il y a un groupe de hauts gradés qui se mêlent de la politique et qui le font au nom de l'armée. Et donc, implique l'armée dans le champ politique. Ce qui fait que maintenant, les échecs politiques de ce pouvoir sont vécus par le peuple comme étant les échecs de son armée. Or, l'armée doit être perçue comme étant objectivement par le peuple. L'armée ne doit pas être mêlée aux déconvenus économiques, aux déconvenus culturels, aux déconvenus politiques de l'Algérie. Voilà. Donc, une armée forte, oui, c'est ce que nous voulons. Mais le premier pas pour renforcer cette armée est d'abord de l'éloigner des vicissitudes de la vie politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour avoir une armée forte, et nous voulons une armée forte, oui, pour avoir une armée forte, il faut mobiliser les 45 millions d'Algériens, chacun dans son domaine. Ce qui m'a le plus touché quand j'ai vu le défilé du 1er novembre, c'est que toute cette
armada, tout cet arsenal de matériel, de différents corps de l'armée, il n'y a pas de matériel fabriqué en Algérie. Donc notre armée ne se fournit pas elle-même. Notre armée dépend du bon vouloir de ses fournisseurs. Et nous savons très bien qu'actuellement, avec l'avancement de la technologie, nous savons très bien que tous ces systèmes qu'ils ont exhibés fièrement, tous ces systèmes dépendent pour leur armement, pour leur utilisation, de données dont nous ne disposons pas. On peut même dire actuellement que l'Algérie n'est pas libre de déclarer guerre. Parce qu'en utilisant par exemple l'armement russe, si elle décide d'entrer en conflit avec un État tiers, il faudrait quand même l'accord de la Russie parce qu'ils vont utiliser l'armement russe. Et nous avons vu cette problématique. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, il faut aller voir tous les débats qui se font actuellement autour de la question, ukrainienne, sur les armes, sur la provenance de l'armement. Et la Russie avait déclaré ouvertement que les États qui fournissent l'Ukraine en armes seront considérés comme des co-belligérants dans ce conflit. Et donc nous, actuellement, si on veut avoir une armée forte, il faut d'abord l'éloigner du champ politique et après lui donner les moyens de créer son autonomie, ne serait-ce que d'un point de vue matériel. Et pour avoir cette autonomie matérielle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les autres Algériens s'investissent dans l'économie. Il faut une économie de production. Il faut une université forte. Et nous voyons que de plus en plus, l'armement dépend de la technologie. Si nous n'avons pas des pôles de recherche développés dans les universités algériennes, si nous n'attirons pas les chercheurs, si au contraire nous perdons toutes nos compétences, nous perdons tous nos chercheurs compétents, dès qu'ils trouvent une occasion, vont en France, au Canada, aux États-Unis. Donc si nous n'avons pas une recherche forte, nous ne pouvons pas avoir une industrie, nous ne pouvons pas avoir une économie. Donc cette armée n'aura jamais son autonomie. Et donc quand on voit le constat global, on comprend très bien que on est loin et de plus en plus loin de l'esprit de novembre, de l'idéal de cette Algérie forte, de cette Algérie de tous les Algériens. C'est pour ça que nous insistons sur l'armée, parce que déjà le régime se met en avant à travers l'armée. Les décideurs se cachent derrière l'armée, derrière la légitimité qui va jusqu'à l'ALN, vous savez, donc il y a l'ALN, après l'armée nationale populaire, donc les Algériens font facilement ce lien, et donc ces hauts gradés qui font de la politique en Algérie le font au nom de l'armée. Et c'est pour ça que nous disons, et ça affaiblit l'armée systématiquement. C'est pour ça que nous disons qu'il faut l'éloigner du champ politique et aussi impliquer tous les Algériens, donner la pleine citoyenneté à tous les Algériens, pour qu'ils puissent contribuer, parce que l'une des erreurs, et je terminerai sur ça, l'une des erreurs majeures que font ces hauts gradés qui décident des grandes orientations en Algérie, qui pensent qu'ils sont les pères de cette Algérie, c'est qu'ils pensent, ils se trompent, ils pensent que à 12 ou à 20 ou à 30, ils peuvent se passer des 45 millions du reste des Algériens. Vous voyez? Et ça, c'est une erreur fatale. On ne peut pas construire un État fort si on n'implique pas tous les citoyens dans cet exercice. Très bien. Reste avec nous, Karim Naïtou Slimane. Karim Tabou, j'espère qu'il est avec nous, Karim Tabou. Est-ce que vous m'entendez, Karim? Je suis là, je vous entends. Très bien. Je vous entends très bien. Très bien. Karim Tabou, il y a eu bien sûr une vingtaine de détenus d'opinion qui ont été libérés grâce présidentielle. Comment vous avez pris la chose? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi? Beaucoup ont dit que c'est un geste de bonne intention, puisque Abdelmadjid Tebboune a déclaré juste après les élections présidentielles du 7 septembre dernier qu'il voulait qu'il y ait un dialogue national ouvert
Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Mais aussi la question qui a été soulevée par le professeur Lawali Addi, qui a dit que la démocratie en Algérie, c'est juste une question de temps. Karim Tabou. Je suis personnellement très heureux pour les détenus qui ont été libérés. Très heureux pour eux. Et je reste un peu sur mes positions concernant cette question. Je pense que cette question, dans sa globalité, elle a plusieurs dimensions. D'abord, j'essaye de donner quelques chiffres, quelques éléments. Nous avons insisté, appuyé beaucoup sur la question des détenus. Il ne faut pas oublier qu'ils sont environ, selon les chiffres de certaines instances, de certains comités, ils sont plus de 40 000 Algériens à être poursuivis en justice depuis le Chirac. Donc vous-même, Karim Tabou. Un nombre important d'Algériens. Pardon? Donc vous-même. Et je précise aussi que vous signez chaque lundi dans une caserne. Justement, je voulais donner toutes les facettes de la question. Il y a des milliers d'Algériens qui sont poursuivis injustement, en justice, qui sont traînés dans les tribunaux. Il y a un nombre important d'Algériens qui ont perdu leur travail. Il y a un nombre important d'Algériens qui, pour avoir participé au Chirac, ont vu leur nom suspendu de la fonction publique, exclus des listes de bénéficiaires de logement. Certains ont été même renvoyés, des gens ont été licenciés de leur travail. Il y a un nombre important qui sont frappés de mesures d'interdiction de quitter le territoire national. Un nombre important de personnes ont vu leur passeport confisqué. Des hommes politiques, des militants politiques sont mis sous contrôle judiciaire et qui doivent pointer, certains dans des commissariats, d'autres dans des bureaux des juges d'instruction. Et mon cas est emblématique et je dois signer dans une caserne relevant de la sécurité intérieure chaque lundi et depuis plus de 2 ans. Moi, j'ai passé tout le mandat d'Abdelmajid Tebboune sous contrôle judiciaire. Le peuple algérien, tous ceux qui sont sortis dans la rue aujourd'hui subissent la pression. Et le tout est que la justice, censée protéger les libertés dans un État démocratique, dans un État de droit, Karim Tabou. Désolé donc pour ces coupures. Malheureusement, ça ne vient pas c'est pas notre responsabilité, c'est le réseau en Algérie. On va essayer de rétablir la communication avec Karim Tabou. Mais professeur Lawali Addi, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup marqué, si on peut dire, c'est cette question de démocratie en Algérie est une question de temps. Pour beaucoup d'Algériens, vous êtes très optimiste, si on peut dire ainsi, professeur Lawali Addi. Non, je ne suis pas... Vous savez, si on avait interrogé un Algérien en 1938 en lui disant « Est-ce que l'Algérie sera un jour indépendante ?» Et s'il disait ah oui, dans 20 ans, elle serait indépendante, on va lui dire vous êtes optimiste. Non, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la participation politique des habitants à la gestion de l'administration, pas de l'administration, de l'État, la gestion du pays. Et lorsque vous écartez les vrais représentants de la société et vous mettez à leur place des gens fantoches, incompétents et corruptibles, eh bien, déjà, l'économie ne fonctionnera pas bien. L'administration sera gangrénée par la corruption. Et il va y avoir un moment où
ça ne va pas marcher. Je prends un exemple. Je dis que c'est le manque de démocratie qui est la cause de la perte structurelle du pouvoir d'achat des Algériens. Et cette perte structurelle du pouvoir d'achat, elle va aller jusqu'où? Elle va aller jusqu'où? Chaque année, le pouvoir d'achat du salaire algérien, du traitement algérien, diminue. Jusqu'où? Je prends un exemple, le Kebch al-Eid. Le Kebch al-Eid, il y a 15 ans, il valait 2 millions. Il vaut 6 millions. Et si ça continue comme ça dans 10 ans, dans 15 ans, combien il va valoir? Il va valoir 60 millions. Voyez-vous? Et donc cette baisse structurelle du pouvoir d'achat va atteindre un niveau où la participation de la société à la gestion de l'État sera indispensable. Voyez-vous? C'est pour ça que la démocratie est inscrite dans les perspectives historiques. Je ne dis pas que c'est dans 1 an ou dans 2 ans, quoique on n'en sait rien. Mais dans 10 ans, je ne peux pas imaginer dans 20 ans l'Algérie ne pas être avoir un régime démocratique. Mais ceci dit, il faut s'entendre. Il faut s'entendre sur le concept de démocratie. L'Inde, c'est une société à moitié arriérée. C'est une démocratie. Alors, qu'est-ce que j'entends par démocratie? La démocratie, c'est élire honnêtement les maires, les députés et le président. Ça, c'est le minimum, avec la liberté d'expression, avec l'alternance électorale. C'est à la portée des Algériens. Et ça ne gêne en rien le fonctionnement enfin, je veux dire, ça ne gêne en rien les intérêts de celui qui sera dans 10 ans, 15 ans général. Comme l'a dit Karim Naitou Slimane, la démocratie protège même l'armée. Elle ne sera pas visée. Les jeunes ne diront plus, avec un régime démocratique en Algérie, les jeunes ne diront plus les généraux à la poubelle ou les Tadili Serlel. On est arrivé à une situation où on dit un général algérien à la poubelle. Un général algérien à la poubelle. Et non, on devrait être fier du général algérien. Eh bien, on ne l'est pas parce que ce n'est pas la démocratie. Et c'est les généraux qui ne veulent pas. Est-ce qu'ils sont conscients? Je n'en sais rien. Il a pas été mon général, la politique. La politique à Nait Ousliman, à Karim Tabou, à Chouissa Kaddour et à d'autres jeunes militants qui sont apparus dans le Hirak. La politique, mon général. Voilà ce que je voulais dire. Barakallahu fik. Merci beaucoup, professeur Lahouari Addi. Je pense que Karim Tabou est avec nous. Désolé donc pour ces coupures. Karim Tabou, vous avez commencé donc à analyser la question de cette libération donc des détenus d'opinion, quelques-uns, par grâce présidentielle. Karim Tabou, très rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui, je disais que la question, au-delà du bonheur, de voir des amis, des détenus libérés. Mais cette question, elle a d'autres facettes, notamment en nombre de personnes qui traînent devant les tribunaux, en nombre de personnes qui sont interdites de quitter le territoire national, aux interdictions qui frappent les activités politiques, les activités culturelles, et puis les maillages policiers, le contrôle de la société à tous les niveaux, et surtout l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, la justice censée protéger les libertés des Algériens, si l'armée est là pour vocation de protéger les frontières, si la police et la gendarmerie ont pour mission de protéger l'intégrité des personnes et de leurs biens, la justice a le devoir de protéger les libertés des Algériens. Or, le pouvoir en a fait de la justice un moyen de répression. Aujourd'hui, la justice est devenue
l'instrument de répression contre les Algériens. La justice est devenue un élément qui empêche la démocratie. Aujourd'hui, les juges sont devenus les complices de la dictature. Et on ne peut pas aujourd'hui nous réjouir du fait qu'on a fait une grâce pour des gens qui sont injustement incarcérés. Et plus encore, lorsque vous avez des hommes politiques, des militants, des syndicalistes, des universitaires qui sont soumis à contrôle judiciaire, et pendant de longues années, des dossiers vides, des affaires fomentées par la police et par les services et par de la justice contre des militants qui ont osé dire non, non à l'injustice, non à la corruption, non au trafic des élections, non au chantage social, non, non, non à la dictature. Et devant cette situation, on ne peut pas considérer qu'un chef de l'État qui a soumis le pays, le peuple à résidence surveillée pendant 5 années, il vient libérer des détenus. Autant nous sommes heureux pour eux, mais il va falloir un jour avoir le courage de demander pardon aux Algériens, d'arrêter les poursuites et de laisser la démocratie prendre le chemin et laisser de laisser la démocratie prendre le chemin sur cette question. Karim Tabou, très rapidement, Allah Ibarak Fik. Karim Tabou, est-ce que vous partagez l'avis de professeur Houari Addi qui dit que la démocratie en Algérie est une question de temps? Je sais que cette question nécessite beaucoup de temps pour répondre, mais la RAL, on n'a pas beaucoup de temps. Très rapidement, Karim Tabou. En tout cas, les Algériens, ils ont très clairement pris option pour la démocratie. À chaque fois qu'ils ont une occasion, et ils l'ont fait d'une manière magistrale, pacifiquement, malgré toutes les tentatives, tous les moyens qui sont faits pour remettre les Algériens dans l'archaïsme, dans l'ethnicisme, dans le régionalisme, dans tous les problèmes que le pouvoir a semés dans la société, eh bien, le peuple algérien se soustrait magistralement et pacifiquement pour aller vers la démocratie. Je suis convaincu, comme le dit notre très cher universitaire Sida Houari, que le peuple algérien a pris définitivement et irréversiblement option pour la démocratie. Merci beaucoup Karim Tabou. Très rapidement, Dr Karim Naïtou Slimane, même question. Je vous laisse la parole. Ben écoutez, moi je crois que oui, évidemment, nous nous dirigeons vers un État démocratique, c'est une question de temps. Et c'est pour ça que je lance un appel à tous les officiers patriotes. Au nom de cet esprit de novembre, je les exhorte à revoir leur position, à analyser la situation. Les détenus d'opinion ne sont pas les ennemis de l'Algérie. Les militants de la démocratie ne sont pas les ennemis de l'Algérie. Au contraire, ces militants militent pour les intérêts de l'Algérie et je dirais même indirectement, même pour l'intérêt de ces officiers. Parce que si les menaces qui pèsent actuellement sur les frontières aboutissent, et je ne le souhaite pas, les forces qui guettent actuellement l'Algérie, s'ils s'accaparent de cette Algérie, ils passeront par ces officiers. Ils les feront défiler comme ils l'ont fait avec des officiers africains devant des tribunaux internationaux. Et nous, en tant qu'Algériens, nous ne voulons pas. Nous ne voulons voir aucun officier algérien défiler devant un tribunal international. Au contraire, nous savons qu'il y a des questions graves, des dossiers très épineux, notamment celui des années 90, mais nous pensons que ces dossiers-là doivent être discutés entre Algériens. Ça n'est pas la vengeance qui anime les militants pour la démocratie. Au contraire, c'est l'intérêt suprême de l'Algérie. Et c'est pour ça, au nom de l'esprit de novembre, j'appelle tout le monde à revenir à l'intérêt suprême de l'Algérie. Tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada. Allah yarham shuhada. Barakallahu fik, Dr Karim Naïtou Slimane. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes enseignant, chercheur, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Grand merci à professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po. Vous étiez avec nous depuis Lyon. Merci à notre ami Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger, par téléphone. Vraiment très ravi de vous avoir dans cette émission. Merci à vous,
chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha. Restez avec nous. Salim Salhi donc suivra avec l'émission Fil Umq. Ya'tikoum saha. La couverture spéciale continue sur la chaîne Al Magharibiya.